Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 29 mars et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Ernest Winks, un amateur d'art dont le quotidien va être bouleversé par l'acquisition d'un tableau un peu étrange. Un bonne nuit tout spécial ce soir à Amandine de Martigny-Ferchaud et Méline de Rouen, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et relâchez tous vos muscles. Notre séance de relaxation ce soir est une séance de visualisation sous forme de promenade au bord de la mer. Avant de commencer la visualisation, on va d'abord commencer par se détendre complètement. Quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre et expirez à votre rythme. Sentez une vague de relaxation couler de la plante de vos pieds vers vos chevilles, le bas de vos jambes, vos hanches, votre poitrine, vos mains, vos bras, vos coudes, vos épaules, votre cou, l'arrière de la tête, votre visage, et le dessus de votre tête. Prenez une grande inspiration, gonflez vos poumons cette fois, et expirez par la bouche. Imaginez-vous sur une plage, la température est idéale. Imaginez que vous marchez vers la mer. Vous pouvez entendre les vagues devant vous. Vous pouvez sentir l'odeur de l'océan. L'air est humide et chaud. La température est idéale. Ressentez une brise agréable et fraîche qui vient vous caresser la peau.
vous se trouve une longue étendue de sable fin. Vous enlevez vos chaussures et vous marchez sur le sable chaud vers la mer. Vos pieds s'enfoncent dans le sable tiède et quelques grains viennent se loger entre vos doigts de pied. Observez comme c'est agréable. La plage est immense. Entendez les vagues s'écraser sur le rivage. Sentez l'odeur du sel et de l'eau de mer. Vous êtes désormais tout près de l'eau et vous pouvez sentir la brume de l'océan sur votre peau. Plus vous avancez et plus le sable devient humide et ferme. Une vague déferle sur le sable vers vous et touche vos orteils avant de reculer. Les vagues salées viennent s'échouer sur vos pieds et vos chevilles, alors que vous prenez un grand bol d'air frais. Vous continuez de marcher et d'avancer dans l'eau claire et limpide. Vous pouvez voir le sable à travers l'eau. Vous pouvez, si vous le souhaitez, aller plus loin dans la mer et même nager dans l'eau claire, ou alors simplement rester là et profiter du paysage. Vous vous sentez paisible et connecté aux éléments. Prenez quelques instants pour vous concentrer sur ce que vous voyez autour de vous, sur les odeurs, les sensations de l'eau contre votre peau, sur les sons que vous pouvez entendre, sur le goût de l'eau salée à vos lèvres. Vous retournez lentement sur la plage alors que le soleil sèche votre peau et vous vous promenez sans but précis au bord de l'eau. Alors qu'un sentiment de bien-être et de quiétude vous envahit. Sur la plage se trouve une chaise longue, matelassée, placée au-dessous d'un parasol. Vous vous y allongez et vous vous laissez aller à la détente, au repos, alors que le bruit des vagues continue de vous bercer. Vous vous sentez confortable et en paix. Laissez tout votre stress se dissiper et laissez-vous lentement déconnecter. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Émile Verhaeren, Conte gras. Cette scène s'est passée chez Ernest Winckx, à Anvers. Winckx habitait au fond d'un vieux quartier une vieille maison récemment modernisée, ouverte à l'air et au soleil, où la lumière frappait crue de grandes vérandas vertes et d'énormes corridors plaqués de marbre pâle. Seulement,
Du côté du jardin, il avait maintenu une aile entière dans le style primitif. Il avait fait restaurer moulure par moulure et pierre par pierre. Et c'était là qu'il se cloîtrait dans la familiarité des choses aimées. Son cabinet de travail était superbe. Il y régnait le jour filtré des anciennes demeures. Par un vitrail découpé en petits carreaux, passaient des rayons d'or comme des cheveux roux à travers les mailles d'un filet. De lourdes draperies tenaient de la nuit suspendue. Des mares d'ombre noircissaient le parquet. Dans les coins, à peine apercevait-on remuer des ricochets de lumière parmi les pendeloques des girandoles. Vinks n'aimait que l'art gras, l'art que procure la paix d'une bonne digestion, et rougeois de belle humeur. Il adorait tout ce qui est fort, lourd, pâteau, gonflé de santé, incendié de splendeur. Les tableaux, les plâtres, les statues, les faïences ou flambois, dans les mailles la pâte, le glacis et la couleur. Les sensualités des vieux maîtres. Les panneaux de l'appartement étaient tapissés de kermès d'après Ténier. Sous la chaleur calmée des tons anciens, gares et gouges sautaient balourdement, en jupons bleus, en blouses roses, nouant avec leurs mains jointes par-dessus la tête d'interminables rondes autour d'une perche couronnée. Au plafond, sur un fond de nuages, était peinte une Saturnale païenne vieille de 2 siècles. La fresque avait été mal retouchée, mais on distinguait encore des enlacements de jambes, des torses de femmes renversés, des lions et des tigres couchés sous des caresses de mains blanches. Toute cette mythologie, dans une bousculade de graisse, sortait du plafond et tombait dans le vide. Autour de la salle, sur les étagères, les dressoirs, la plainte des lambris, les guéridons s'appesantissaient des magots, des silènes. La bedaine étalée sur un tonneau, les rires déchirant les lèvres, le doigt tourné vers la fossette vermillonnée du nombril. Une tétonnière énorme bombait sa poitrine de faïence sur un socle de trumeau. Dans une encoignure, de petits cochons en terre cuite fouillaient l'auge, le groin soufflant, la queue ramassée en escargot. Depuis 10 ans, Vinks ne quittait plus cette chambre. Il y mangeait, buvait, couchait, l'esprit gonflé de visions charnues. Pendant ces sommes après boire, sa tête roulait à travers des rêves pourpres. Il se voyait amoureux d'une colossale Vénus, il lui baisait les paupières, il lui chauffait le torse d'étreintes formidables. Il se noyait dans une marée de chair. Et quand il tombait, les bras épuisés, la bouche sèche, le corps flasque, il la voyait encore, il la voyait toujours, là, devant lui, les 2 seins frappés d'une lueur d'or comme des pitons de montagne. Vinks un jour recueillit par héritage un tableau gothique du XVe siècle. Sur une croix de sapin barrant le ciel, un long Christ osseux, le front déchiqueté d'épines, les yeux pourris, les mains béantes, pendaient dans la mort. Les 2 larrons râlaient à ses côtés. Marie, le front argenté d'auréoles, le regardait mourir. Madeleine, les lèvres ardentes, tenait la bouche plaquée au trou de ses pieds verts. Un ciel nocturne, lézardé d'éclairs, répandait à l'horizon son grand lac d'encre où stagnait le soleil. Vinks ne goûtait guère le génie du Moyen-Âge. Il avait placé le tableau dans une antichambre, décidé à s'en défaire au plus tôt. Mais peu à peu, cette peinture toute d'horreur l'avait attiré. Il se surprenait quelquefois immobile devant elle. À ses corps maigres et tiques, avec leurs tons de cadavres séchés et si raides qu'on les eût dit taillés dans des lattes, lui, l'exubérant artiste, avait fini par découvrir une beauté malade, insoupçonnée. Et de jour en jour, plus envahi, plus conquis, il avait résolu de placer l'œuvre dans son cabinet de travail, afin de la voir sous les yeux aux différentes clartés du jour et d'analyser peu à peu son charme en temps. Un
Un soir, il l'a mis lui-même sur un chevalet tout près de la tétonnière. Il l'examina longtemps, la disposa à recevoir en biais la lumière, et vient s'asseoir à son pupitre pour juger de l'effet produit. La lampe pendue au-dessus de sa tête éclairait en plein la scène de torture. Les larrons semblaient sortir du cadre, le nimbe de la Vierge faisait un plat d'émail, le Christ pantelait. Mais ce que Vinx absorbé n'aperçut point, ce fut le trouble que jeta cette présence d'intrus parmi les hôtes immobiles de la chambre. Il se produisit un malaise général, des expressions de colère tremblèrent sur les visages. Des regards bienveillants d'ordinaire tombèrent du plafond tels que des lames d'épée. D'autres s'obscurcirent comme les astres s'éteignent doucement, avec une résignation de défaite et de martyr. Car les choses, elles aussi, obéissent à des sentiments humains. Elles s'aiment ou se haïssent, se comprennent ou se jalousent, se fondent ou se querellent. On ignore souvent à quels amours ou à quelles luttes, à quelles alliances ou à quels combats donne lieu la juxtaposition de certaines couleurs, les assemblages de disparates beautés. Il y a en tout de mystérieuses lois d'attraction qui déterminent la beauté aussi bien que l'ordre. Les sympathies naissent comme les harmonies et les haines se déploient comme les désastres. Au moment où Vinx s'assit, une goutte large et grasse tomba sur un album ouvert devant lui. Le feuillet retourné, à peine fut-il examiné, que 2 gouttes aussi grasses et aussi larges que la première tombèrent encore. Vinx se leva, étonné. Il regarda autour de lui, l'appartement rempli d'ombre ne lui apparut qu'obscurément. Il crut que l'huile découlait de la lampe et s'était tranquillisé quand se mit à tomber effrayamment une pluie lente. Il leva les yeux et dans le cercle de clarté blanche tracé par la lampe, il vit quelque chose découler des doigts d'une Vénus. Il courut sonner son domestique, mais brusquement la pluie devint averse. Des plaques de graisse tachaient le tableau, de petites mares se formaient sur le sol, des grumeaux flasques s'aplatissaient sur les faïences, les bronzes, les meubles. Des baves stagnaient dans les jointures, inondaient les rainures des plinthes et coulaient sur les panneaux. On entendait comme un bruit de ressorts qui se détendent, de bulles d'air qui crèvent. Des souffles mous passaient comme des soupirs exhalés. Parfois, une plainte lente et qui mourait dans un gémissement sourd, continu, lamentable. Au plafond, sur les murs, les tapisseries et les fresques remuaient vaguement. Des bras levés s'affaissaient, des gestes s'épuisaient, des enlacements se dénouaient. Vinx, dans quelque coin qu'il se réfugia, se sentait atteint. Une pestilence lui coupait la laine, et toujours cette pluie tombait graissant ses habits, l'aveuglant, collant à sa barbe, poissant ses mains. Même l'averse devint plus dense. Elle se changea en coulées épaisses. Des douches volaient comme des soufflets, les plaintes s'étaient changées en lamentations. On ne distinguait plus rien que de vertes reluisances coulant du mur comme des miroirs. La salle entrait en décomposition, elle pourrissait tout entière avec des bruits visqueux, des détraquements de cadavres, des bouffées de putréfaction. Et toujours la graisse tombait. Vinx s'enfuit, poursuivi dans sa dégringolade de l'escalier par un immense bruit d'écroulement. La tête folle, il courait par la maison, claquant les portes après lui. Il s'élançait au jardin, poursuivi par l'aboiement d'un chien réveillé dans son trou, et les jambes anéanties, il échoua sur un banc dans un amas de feuilles tombées. Les valets
le trouvèrent là, les deux bras allongés sur le dossier, les regards fixes. Il fut long à reprendre parole, des saccades de frissons l'ébranlaient. Mais tout à coup, comme violenté par une énergie soudaine, comme honteux de sa frayeur superstitieuse, croyant à une hallucination, il se précipita de nouveau vers la maison et monta. On le suivit avec des lumières. L'escalier était glissant, des flaques partout, des ruisselets découlaient jusque-là par la porte restée ouverte. Vinks resta médusé sur le seuil. Les chairs en fleurs de son Olympe apparaissaient toutes mortes dans leur azur terni. Les gorges, les torses, les cambrures semblaient à jour, des teintes jaunes, violettes, vertes plaquaient le plafond. Toute cette beauté rouge était fondue. Il la voyait à terre. Ces rayonnantes déesses évanouies, leur sourire éteint, leur gloire pourrie. Elle s'était désenlacée de l'étreinte charnelle où depuis 2 siècles elle s'abandonnait aux bras des jeunes dieux. Lui regardait toujours, voulant comprendre. Il devina. Et d'un bond, il sauta dans l'appartement, arracha le tableau gothique et le jeta dehors avec des gestes d'égaré. Enfin, il avait senti que des dieux et les déesses, et les joies et les bombances, et les gloires et les kermesses agonisaient à cause de cela. Cette maigreur était contagieuse. Dans la lutte des choses, les grâces avaient été vaincues. Vinks espérait une refloraison de ses chairs. La nuit, il la passa dans sa chambre à guetter cette résurrection. Il allait de son bureau à la fenêtre, de la fenêtre à la muraille, causant avec ses bibelots aimés. Rien n'y fit, tout reprit sa tranquillité nocturne. Seulement, pendant les longs silences, dans un anéantissement de tout autre bruit, quelques gouttes tombèrent encore. Bonne nuit. Bonne nuit.